Bienvenue à vous parmi nous ce soir dans ce nouveau programme équivalent sémiologique dédié aux étudiants de deuxième et troisième année de médecine, dirigé par notre cher président de l'Association internationale des étudiants en médecine, M. Mohamed Abdallahi Boubacar, que je tiens, au nom de tous les membres de l'association, à le remercier vivement pour cette belle initiative. Donc aujourd'hui, avec le premier cours de série de cours de sémiologie qui s'intitule Sémiologie de la douleur thoracique. Et pour commencer, je serve la parole au président. Merci, mademoiselle Nproa, pour cette belle introduction. Alors, j'insiste sur ce programme parce que c'est un programme important à tous les étudiants de deuxième année et de troisième année. Nous allons essayer de faire une série de cours qui va débuter aujourd'hui par la sémiologie de la douleur thoracique. Alors, ce programme concerne les objectifs pédagogiques de la sémiologie qui sont à la portée de toutes les facultés de médecine intégrées dans ce programme. Nous allons commencer par un système que j'ai bien signalé dans le groupe de l'équivalent sémiologique, qui est le système américain, où nous allons aborder un cas clinique à partir duquel nous allons voir les différentes étapes sémiologiques, Inch'Allah. Alors maintenant, un petit aperçu sur notre CV personnel. Je m'appelle Mohamed Abdallahi Ahmed Boubacar. Je suis étudiant en sixième année de médecine. Je suis l'actuel président de l'Association internationale des étudiants en médecine. Et je fais mes études de médecine à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie à Nouakchott, en Mauritanie. Je suis d'ailleurs l'auteur du livre sur le PCM, un livre dédié aux étudiants du premier cycle. Et je vous communique mon mail au cas où vous aurez besoin de quelle information vous souhaitez avoir de ma part en tant que président. Et même à la fin de ce cours, si vous souhaitez avoir le document ou vous avez des questions à poser, vous avez mon mail, vous pouvez me contacter. Maintenant, nous allons commencer avec le cas clinique. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, on le voit. Veuillez reprendre la diapo. Voilà. Très bien, la diapo suivante. Voilà. Alors, j'insiste, tout le monde, chaque étudiant doit avoir son carnet avec son stylo pour prendre note. Il y aura une petite évaluation à la fin. Et ce cas clinique aussi, c'est une évaluation à partir du cours, nous allons la voir. Ce sont des étapes pédagogiques que nous allons suivre pour la sémiologie de la douleur thoracique. À la fin de ce cours, vous devez tous être en mesure de valider les objectifs, c'est-à-dire de reconnaître la douleur thoracique, de pouvoir la décrire, de savoir les causes et de pouvoir s'orienter. Alors, nous allons commencer par ce cas clinique. Très bien. Donc, nous allons reprendre. Veuillez tous prendre votre carnet de notes parce que au fur et à mesure, nous allons revoir le cas clinique, nous allons poser quelques questions et l'interaction est importante pour que vous saisissiez correctement l'information. Alors, M. X s'agit de 52 ans, tabagique ancien, il fume 18 paquets années, hypertendu sous traitement, obèse, dont le père est décédé d'un infarctus du myocarde, vient vous voir à l'hôpital pour douleur thoracique rétrosternale. Elle est violente, de survenue britale, à l'effort, constrictif, irradiant vers la mâchoire et ayant vers les épaules qui dure 30 minutes avec sensation de mort imminente spontanée. Le patient est agité et ne cesse de répéter « Aidez-moi, docteur, j'ai mal ». En pratique, vous, étant externe en stage au CHU, vous êtes étudiant en deuxième année, vous faites l'externat, vous êtes en stage, ou vous êtes étudiant en troisième année, vous êtes externe, vous êtes en stage dans votre centre hospitalo-universitaire, votre senior vous demande quel est votre premier réflexe envers ce patient qui consulte vers vous, c'est-à-dire qui vient, qui se présente avec ses douleurs, avec ses caractéristiques. Quelle est votre attitude? Quel est le premier réflexe que vous devez avoir devant un patient qui présente une douleur thoracique avec ses caractéristiques? Qui peut nous répondre? Celui qui va répondre, il lève la main, on lui donne la parole. Allez-y. Donc, Khadija Bouhom a levé la main. Allez-y. Faire un Quel est votre ECG. premier... D'accord, vous allez dire faire un ECG, c'est bien, c'est pas mal. Quelqu'un d'autre, c'est bien, c'est une bonne participation d'ailleurs.
Quelqu'un d'autre a écrit ECG pour confirmer un IDM. D'accord, ça aussi, c'est une attitude. Quelqu'un d'autre? Medden a levé la main. Allez-y, Medden, je vous écoute. On va faire les traitements de l'urgence d'abord, et puis on va faire les CG pour confirmer les diagnostics. Très bien. En fait, ce qui attire mon attention dans ta réponse, c'est le mot urgent. Très bien. Ça, c'est déjà un très bon réflexe. Merci pour ta réponse. Allez, il y a quelqu'un d'autre qui va répondre? Une autre participation? Besme, Mohamed Cheikh, Mohamed Mokhtar ont levé la main. Allez-y, l'un après l'autre. Comme le patient présente multiples facteurs de risque comme l'âge ou le tabac, des antécédents familiaux ou les caractéristiques de douleur est supérieure à 30, la durée supérieure à 30, donc on élimine l'angor et on passe à l'infarctus du myocarde. Et on applique un ECG pour confirmer le diagnostic. Très bien, très bonne réponse. Il y a quelqu'un d'autre qui souhaite apporter un commentaire? Mamadou Sek, allez-y. Vous avez levé la main? Allez-y. Oui, bonsoir. Je pense qu'il faut soulager d'abord le malade. Vous pensez à soulager le malade? Oui, il faut soulager le malade, ensuite lui faire un ECG pour voir, parce que là, c'est une douleur typique d'un syndrome coronarien aigu. Très bien, merci pour ta participation. Quelqu'un d'autre souhaite participer? C'est une discussion. N'ayez pas peur, on discute. On apprend de la discussion. C'est normal de faire erreur quand on est étudiant. Quelqu'un d'autre souhaite pas passer un commentaire, une réponse? Réflexe, syndrome coronarien aigu. Vous pensez au syndrome coronarien aigu. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre avant de défiler la diapo? Son identité. Sao Mariam a dit, on précise l'identité du patient. Ahmed Salem a dit ECG plus dosage de troponine. D'accord? Très bien, ce sont de très bonnes réponses. Vous êtes d'ailleurs, Walillah alhamd, de nombreux, donc d'ailleurs, vous pouvez participer tous. Je suis là à votre écoute, on est là pour discuter. Allez, il y a quelqu'un qui a levé la main, cher Fadal. Allez-y, vous pouvez répondre. Bonjour, bonjour vous tous. Oui. Bonjour. Comme le patient présente des facteurs de risque de l'infarctus du myocarde, la première réflexe c'était infarctus du myocarde et on doit le traiter par des nitrites. Si le douleur est sensible au trinitrite, le patient a une infarctus du myocarde. Très bien, ça aussi c'est un réflexe, c'est une attitude. Quand on a un malade qui se présente au CHU avec une douleur thoracique, on aura un réflexe, c'est une attitude. Il y a quelqu'un qui a commenté, je vois. Il y a un commentaire là. Le chef, donc douleur thoracique, ECG troponine, il suffit d'avoir 2 critères. Selman, Khayati. D'accord. Très bonne participation. Allez, il y a quelqu'un d'autre où on défile la diapo? Hamza, Mohamed, levez la main. Allez-y, on vous écoute. Allez-y, Hamza, on vous écoute. Quelle est votre attitude quand vous recevez un patient qui a une douleur thoracique? Bonjour. D'après ce type de douleur thoracique et d'après avoir vu les caractéristiques et tout, moi je dirais que c'est l'IDM. Donc la première chose, le premier examen à faire, c'est l'ECG. Une fois confirmé l'IDM, on doit passer à un traitement d'urgence, soit c'est fibrinolyse ou angioplastie. Très bien. Donc, devant une douleur thoracique, en fait, l'idée, me semble-t-il, est partagée par vous tous. Calmer le patient, prendre les constants. Très bien. Donc, vous partagez à peu près tous la même vision, la même idée. Et c'est ça, ce qui compte. Là, je parle avec un externe. Et surtout un externe de 2e année, de 3e année. Je ne parle pas avec un interne qui va traiter. Je parle avec quelqu'un qui a une attitude sémiologique.
qui a un réflexe, qui a une orientation. Et d'ailleurs, vous avez donné de très bonnes réponses. S'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite passer une attitude, je l'écoute, sinon on va défiler la diapo. Mamadou, allez-y, vous avez levé encore la main, allez-y, on vous écoute. Oui, en fait, là, je voulais dire, sur le terme d'infarctus du myocarde, que l'on répète jusqu'à présent. Alors, permettez-moi, s'il vous plaît, en fait, tout celui qui veut répondre, il se présente. Le nom, okay. La faculté, d'accord, le pays. Ouais, ok, bon, moi, c'est Mamadou Seck. Je suis étudiant en 7e année de médecine à l'université Anta Diop de Dakar. D'accord. Vous avez l'air d'être Dakarois, c'est bien saisi. Oui, allez, je suis au Sénégal, oui. Là, je dis, en fait, là, j'attends, depuis tout à l'heure, j'attends infarctus du myocarde. Moi, je préfère le terme syndrome coronarien aigu. Parce que c'est le terme qui est beaucoup plus global. Parce que ça peut être un ST+, comme ça peut être un ST-. Donc là, dire IDM, alors qu'on n'a pas encore le CG, ni de troponine, je préfère syndrome coronarien aigu en attendant la suite des événements. Vous avez parfaitement raison. C'est très bien cité. Le terme syndrome coronarien, vous allez voir la diapo suivante, Inch'Allah. Le syndrome coronarien, c'est le terme qu'on doit utiliser au lieu de l'infarctus, parce que sur le plan physiopathologique, il y a une différence. On a saisi actuellement ce qu'on appelle le syndrome coronarien ST-, où l'obstruction de l'artère coronaire est partielle, et il y a le syndrome coronarien ST+, où l'obstruction est totale. Donc, c'est des entités différentes. Donc, voilà, on va passer vers la diapo, s'il n'y a pas quelqu'un qui souhaite passer un message. Allez, très bien. On va revoir le cas clinique une autre fois. Hein. On va continuer. Donc, pensez à éliminer une urgence vitale. C'est ça le premier réflexe. Et vous l'avez tous eu en tête, que vous pensez à un syndrome coronarien, à d'autres diagnostics que je vais vous parler. Donc, comme étant externe, vous recevez un patient qui a une douleur thoracique, comme votre premier réflexe chez lui, c'est d'éliminer une urgence vitale. Le patient peut se présenter devant le tableau d'un syndrome coronarien aigu, le tableau d'une dissection de l'aorte, le tableau d'une péricardite, le tableau d'une embolie pulmonaire. Et donc, votre premier réflexe serait toujours, et ça, je vous le donne à la méthode américaine et anglaise, d'ailleurs, les anglo-saxons l'utilisent à ce terme. Je vous ai mentionné quelques mots en anglais pour ceux qui apprennent en anglais. Donc, l'idée, vous l'avez tous eu, c'est d'éliminer une urgence. Comment éliminer une urgence? Ça, c'est un peu un détail après. Mais le réflexe, quand un patient consulte, il vient me voir, il me dit, docteur, j'ai une douleur thoracique, attention, je ne dois pas passer à côté d'une urgence vitale. C'est ça le message que j'aimerais vous envoyer. Donc, il y a 4 urgences que vous devez retenir. Le syndrome coronarien aigu, la dissection de l'aorte, la péricardite, l'embolie pulmonaire, qu'on retient en français par le mot pied. P veut dire péricardite, I infarctus du myocarde, E embolie pulmonaire et D la dissection de l'aorte. Donc, il faut retenir ces 4 diagnostics comme étant des urgences cardiologiques. Il y a des douleurs thoraciques qui révèlent d'urgences non cardiologiques, c'est à part. Mais l'essentiel que vous ne devez pas passer à côté de ces 4 urgences. Allez-y, on continue. La diapo suivante. Alors, nous allons voir le plan suivant de la présentation. Une introduction, l'analyse sémiologique, l'interrogatoire, le terrain, les antécédents, l'analyse sémiologique de la douleur, les causes cardiaques de la douleur thoracique, l'angine de poitrine ou autre, et les causes non cardiaques de la douleur thoracique. Allez-y. La diapo suivante. Donc, la douleur thoracique est un symptôme subjectif, autrement dit, ressenti par le patient lui-même, difficilement quantifiable. Il y a certains qui utilisent l'échelle EVA, l'échelle visuelle antalgique, mais ça, c'est subjectif. Certains peut-être l'ont vu, je crois que certains d'entre vous connaissent l'échelle visuelle antalgique qui précise une petite règle qui a 2 faces.
une face pour le médecin, une face pour le patient. Et là, on va dire au patient, votre douleur, vous la chiffrez à combien? À 5 sur 10, 8 sur 10, 9 sur 10, ainsi de suite. Alors, donc, vu que c'est un symptôme difficilement quantifiable, donc facilement trompeur, facilement passé à côté, c'est-à-dire un patient qui consulte pour douleur thoracique, vu qu'il peut dire que c'est subjectif, on n'arrive pas à réellement quantifier, il faut faire attention, même avec de l'expérience. Donc, ça peut, c'est pas pour, c'est peu, P-U-E-T, ça peut révéler une angoisse bénigne, voire un infarctus du myocarde au sens propre, un syndrome coronarien aigu. Donc, il faut de la prudence quand on a un patient qui consulte pour une douleur thoracique. Allez-y, la diapo suivante. Alors, l'interrogatoire, il faut préciser le terrain, les antécédents, les facteurs de risque cardiovasculaire athéromateux, que nous allons voir ensemble, les facteurs de risque thromboembolique veineux, le marfan, qui est une pathologie tissulaire chez les gens qui sont longilines, l'hypertension artérielle, donc du tissu conjonctif, le marfan, l'épisode infectieux, c'est important de le chercher dans l'interrogatoire, les antécédents du patient. Est-ce qu'il a une notion de contagion tuberculeux, une néoplasie, parce que tout ça peut être une cause. À titre d'exemple, une péricardite peut avoir une étiologie infectieuse, une étiologie tuberculeuse, une étiologie néoplasique et même une étiologie d'une insuffisance rénale. Donc, il faut tout chercher. Un rhumatisme articulaire aigu, d'accord? Des maladies des systèmes. Donc, il faut bien interroger le patient sur son terrain et ses antécédents. Nous allons dans la diapo suivante détailler les facteurs de risque cardiovasculaires athéromateux. L'hypertension artérielle, il faut savoir la définition de l'hypertension artérielle, qui est une valeur de la tension artérielle supérieure à 14,9 à 2 reprises différentes avec un intervalle en moins de 3 mois en consultation. Ce n'est pas qu'un patient, bien sûr, en assurant les conditions. Ce n'est pas comme un patient, vous venez aujourd'hui, il est stressé, angoissé, vous lui prenez la tension, vous arrivez à 17, vous dites c'est hypertendu. Non, un patient connu hypertendu, secondaire, mais il faut chercher si le patient a une hypertension artérielle chronique. L'âge, comme facteur de risque, la femme quand elle est supérieure à 60 ans, l'homme au-delà de 50 ans, le tabagisme actuel ou inférieur à 3 ans, les dyslipidémies, les troubles du métabolisme lipidique, donc le LDL, cholestérol avec des chiffres que vous avez, le diabète sucré, l'histoire familiale de maladies cardiovasculaires, un IBM inférieur à 55 ans chez le père ou le frère, un infarctus inférieur à 65 ans chez la mère ou la sœur, ou un AVC inférieur à 45 ans chez les parents, les frères ou les sœurs. Donc ça, ce sont les facteurs de risque athéromateux que vous devez chercher à l'interrogatoire en sémiologie. Ça, c'est l'interrogatoire. Allez, la diapo suivante. Nous allons voir les facteurs de risque thromboembolique veineux. Alors, il y a les facteurs de risque qui sont, d'accord, si vous avez une question, il faut la noter. Je vous ai dit dès le départ de prendre un carnet et un stylo. Et on répondra à toutes vos questions avec un grand plaisir, les bras ouverts. Alors, donc, les facteurs de risque permanents de maladies thromboemboliques, anomalie de la coagulation, il faut la chercher, une paralysie d'un membre, ça c'est important à connaître, les antécédents personnels de maladies thromboemboliques, de cancer ou des antécédents de cancer ou surcharge. Ça c'est permanent. Il y a certains qui sont temporaires majeurs, temporaires mineurs. Majeur, c'est l'immobilisation plâtrée, l'alitement de plus de 3 jours et une chirurgie récente. Les facteurs de risque temporaires mineurs, un voyage dans un avion au-delà de 6 heures pour un bis, avec un accouchement inférieur à 6 semaines, ou un traitement hormonal substitutif ou une contraception. Donc ça, ce sont des éléments mineurs qu'il faut chercher et qui constituent des facteurs de risque thromboembolique veineux. Donc ces facteurs de risque sont à révéler à un interrogatoire quand on a un patient qui présente une douleur thoracique. Allez, la diapo suivante. Quels sont les facteurs de risque retrouvables chez ce patient? Celui qui veut répondre, il lève sa main. Allez, il y a quelqu'un qui lève sa main, je crois que c'est Hamza. Allez-y, je vous écoute. Hamza, vous avez levé la main. Allez. Bonjour. Les facteurs de risque ici sont le tabac, l'hypertension, il est obèse et voilà.
D'accord, merci. Quelqu'un d'autre? Besma, allez-y. Il faut toujours se présenter. Il faut toujours se présenter. Le nom, la faculté et le pays, s'il vous plaît. Je suis Basma Salim, étudiant externe en faculté de médecine de Dans quel pays vous êtes? Mauritanie. Vous êtes de la Mauritanie. Allez-y. Je vous écoute. Facteur de risque, on a le sexe, l'âge, le tabac, l'hypertension, l'obésité, l'antécédent familial d'un père décédé d'un accident de myocarde. C'est ça. D'accord, merci. Quelqu'un d'autre? Il y a Aboubakar, je crois, qui a levé la main. Allez-y. Qui a levé la main? Madden, vous avez levé la main. Allez-y, je vous écoute. Présentez-vous et dites de quel pays vous êtes. Mohamed Den, faculté de médecine de Nouakchott. Allez-y, quels sont les facteurs retrouvables chez ce patient? Il y a le facteur de risque non modifiable et il y a aussi le facteur de risque modifiable. Très bien. Le facteur de risque modifiable, ce sont les tabac, l'obésité. Et le facteur de risque non modifiable, ce sont l'âge, le sexe, et les antécédents familiaux aussi. Et l'hypertension fait partie de quel facteur? Et le facteur de risque modifiable. Très bien. Désolé. Il y a quelque chose d'autre que vous souhaitez ajouter ou bien c'est fini? D'accord. Quelqu'un d'autre? Merci pour la réponse. Quelqu'un d'autre? Celui qui lève la main, c'est qui? Je ne vous vois pas très bien. Je ne vois pas le nom. Alors, qui a levé sa main? Je regarde par là. Alors, Ikou Ikram. Allez-y, vous avez levé la main. Je vous écoute. Ikou Ikram. On vous écoute. Allez, on va passer en attendant qu'elle active ou qu'il active son micro. H. Il y a quelqu'un qui a le nom de H, qui a levé sa main. Allez, on vous écoute. Oui, je m'appelle Huda, je suis de la faculté de médecine de la Mauritanie. Donc, notre sujet, c'est du sexe masculin. Il est âgé de 52 ans. Donc, déjà, le sexe et l'âge l'exposent à des maladies cardiovasculaires. Et aussi, il est tabagique et aussi ancien. Au nombre de 18 paquets par année, c'est un grand nombre. Et il est aussi hypertendu et les antécédents familiaux l'exposent de plus aux maladies cardiovasculaires. C'est ça. Très bien, merci pour la réponse. Quelqu'un d'autre qui souhaite participer? Hafsa Tou. Abdelaziz Dakouz. Allez, Hafsa, commencez. C'est l'âge. Il y a la facteur de risque. Et vous faites la médecine où et dans quel pays? Aux facultés de médecine. Celui-ci présente beaucoup de risques. Il y a l'âge, le sexe, et les tabagiques, il y a les hypertendus, obèses, et il y a des antécédents familiaux d'une infarctus du myocarde. Très bien, merci Hafsa. Allez, Abdelaziz. Vous avez la parole. Oui, oui, merci pour la parole accordée. C'était un constat juste. Je voulais demander comment vous avez pu changer de sujet parce que dans le groupe, j'ai vu que vous avez mentionné la sémiologie thoracique. Mais là, vous passez directement à un cas clinique. Je ne sais pas s'il y a eu de changements sans pour autant nous l'informer.
Ah, vous venez d'intégrer le lien? Allô? Vous venez d'intégrer le lien? Oui, c'est à peine. Vous venez d'intégrer le lien? À Ah peine. oui, ça se voit. Ça se voit. On a commencé il y a quelques minutes. On a débuté par une introduction. C'était un cas clinique où nous avons mentionné le cas. Et puis, on a exposé le plan de la présentation. On a fait une introduction. Puis, on a fait l'interrogatoire. Et là, on rappelle les facteurs de risque. Donc, on a utilisé une méthode pratique. C'est-à-dire, on a un malade à partir duquel nous allons apprendre la sémiologie. Donc, au début, on vous a exposé le cas clinique. On vous a demandé quel est votre réflexe devant. Vous êtes externe en deuxième année ou en troisième année. Vous êtes dans un CHI. Votre senior vous demande quelle est votre attitude devant ce cas clinique, ce patient بالتحديد, exactement. Et là, il faut éliminer une urgence vitale. Ça, c'est le premier réflexe. Quelles sont les 4 urgences qu'il faut éliminer? L'infarctus du myocarde, autrement dit, le syndrome coronarien aigu, la péricardite, la dissection de l'aorte et l'embolie pulmonaire. Donc, on les résume sous le mot pied. Après, on a passé vers les facteurs de risque. On les a déterminés en facteurs de risque cardiovasculaire athéromateux et facteurs de risque cardiovasculaire thromboembolique veineux. Et on s'est arrêté là pour savoir quels sont les facteurs de risque de ce monsieur. Maintenant, j'espère que vous avez l'information qu'il faut. Oui, est-ce que vous nous entendez? Monsieur Abdelaziz, le monsieur qui vient de lever sa main. Il s'avère qu'il ne nous entend pas très bien. Alors, nous allons continuer pour gagner du temps. Il y a quelqu'un d'autre qui lève sa main? Ikou Ikram. Il lève encore sa main. Allez-y. Ikou Ikram. Oui. On vous écoute? On vous écoute? Allez, quelqu'un d'autre souhaite passer un avis sur les facteurs de risque? Sur les facteurs de risque? Allez, on continue. La diapo suivante. Alors, essentiellement, vous avez tiré en facteur de risque l'âge, sans oublier le sexe, le tabac. Allez, vous avez l'impression que ma voix se répète? Oui, parce que l'autre, il ouvre son micro en même temps, Abdelaziz. Ah, d'accord. Alors, essayez de couper votre micro pour qu'on puisse vous transmettre l'information. Allez, maintenant, j'espère que c'est bien audible. C'est ça. Mohamedou Awalou Alevissama. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Bonsoir, monsieur le Président. Bonsoir. J'ai pris la présentation en cours, je suis parti prier revenir, donc je ne sais pas prochainement, je vais intervenir comme j'ai pris la présentation. Avec plaisir, Inch'Allah. Avec plaisir. Merci. Allez, on continue. Donc, vous avez les gros facteurs de risque, sans oublier l'âge, le sexe que vous avez tous mentionné, très bien. Alors, donc, le monsieur, il est âgé de 52 ans, tabagique, obèse, père décédé d'un infarctus du myocarde. Grosso modo, il est même obèse. Donc, là, vous avez essentiellement les facteurs de risque. Vous les avez tous su, on vient de les voir dans la diapo précédente. Allez, la diapo suivante. Ça, c'est hyper important. Il faut vous concentrer là pour que vous le reteniez. Analyse sémiologique stéréotypée de la douleur. On précise le type de la douleur, l'intensité de la douleur, le siège de la douleur, les irradiations, les signes accompagnants, le mode de déclenchement, la durée et les facteurs de sédation ou d'aggravation. Donc, ce sont 8 étapes pour analyser la douleur thoracique. Diapo suivante. Vous avez les 4 urgences que nous avons citées en premier. Vous avez la péricardite, où le siège est précordial,
L'intensité, elle est intense ou violente. Le type en coup de poignard ou brûlure. L'irradiation, aucune irradiation. Elle survient spontanément et elle est augmentée par l'inspiration profonde ou la position allongée. Elle dure plusieurs heures, voire quelques jours. Et elle est diminuée quand on est penché en avant et la prise anti-inflammatoire. Le syndrome coronarien, précisément l'angor ou l'infractus, nous allons voir la différence. C'est une douleur rétrosternale variable, souvent angoissante, à type de constriction, oppression, étau-pesanteur. Elle irradie vers la mâchoire, les épaules, les bras. À l'effort, elle survient. Elle dure quelques minutes. Elle est prolongée quand on parle de l'infractus. Nous allons voir après. Et elle diminue à l'effort et sous la trinitrine encore. L'embolie pulmonaire est une douleur basithoracique. C'est une douleur sourde, parfois intense. Sourde, c'est ça, c'est qui doit vous appeler à connaître les facteurs de risque cardiovasculaire thromboembolique. Il faut les connaître parce que parfois, et même ça c'est pratique aux urgences, on a diagnostiqué des cas d'embolie pulmonaire chez des patients dont la clinique elle est pauvre. Je me rappelle d'une patiente qui avait un diabète inaugural et puis il avait une dyspnée qui désatire. Ce n'est pas classique chez un diabétique. Et là, on a fait les didymères, on a fait le scanner. Il y avait un score pour l'embolie pulmonaire qui était très probable. On a fait l'angioscanner et top, on a tombé sur une embolie pulmonaire massive. Donc, il faut vraiment faire attention. La douleur, parfois, elle est sourde. Est variable, la diminution, rien. Rien, elle la diminue. La dissection aortique, rétrosternale, violente, à type de déchirure, transfixiante et descendante, et suit le trajet de l'aorte, plusieurs heures et aucun facteur. Allez-y. Donc, j'espère que vous avez retenu l'essentiel. La diapo suivante. On parle maintenant de l'angine de poitrine. C'est la traduction clinique de l'ischémie myocardique, secondaire à un déséquilibre entre les apports et les besoins d'oxygène du myocarde. L'athérosclérose coronaire en est la première cause. Facteur de risque cardiovasculaire athéromateux que nous avons vu précédemment. Il y a divers tableaux. Il y a l'angor d'effort stable, il y a l'angor instable, il y a l'infractus du myocarde que nous allons voir. Allez-y. Donc, l'angor d'effort stable, le CI ischémique stable à l'effort ou équivalent. La durée, il est bref, moins de 15 minutes. Cède au repos ou à la prise des dérivés nitrés. On parle d'un angor d'effort stable atypique s'il manque l'un de ces critères que nous venons de voir, ou une localisation uniquement au niveau des sites d'irradiation, ou plusieurs manifestations digestives telles que l'irritation. Je me rappelle d'un patient d'une région de l'intérieur de notre pays qui était reçu aux urgences cardiologiques avec une douleur thoracique atypique, mais surtout il avait des sueurs et des nausées et des vomissements. Ce patient, quand on a réalisé le sujet avec un infarctus, malheureusement, c'est un patient qui présente beaucoup de facteurs. Il avait plus de 3 sténoses. On lui a fait un pontage parce que c'est plus nécessaire de faire l'angioplastie quand on a un patient qui a 3 ou 4 ou 5 sténoses. On aura à faire l'opération à cœur ouvert et faire un pontage entre les artères. Pour vous dire, parfois, le syndrome coronarien n'est pas typique. Il faut reconnaître les aspects avec sa manifestation digestive ou parfois respiratoire. Allez, on a terminé l'angor d'effort stable. On passe vers l'angor instable, mécanisme physiopathologique similaire à un caillon intraliminal, plus ou moins occlusive au contact d'une plaque d'adhérent fissurée. Il y a l'angor de nouveau, première crise d'angor d'emblée sévère avec un recul moins de 2 mois. Il y a l'angor aggravé avec un abaissement progressif du CI ischémique. Il y a l'angor spontané, angor après infarctus ou après revascularisation, on peut le causer, ou l'angor de prince métal, c'est-à-dire un angor qui survient la nuit et qui présente une horreur fixe. Ça, ce sont les différents types d'angor instables. La différence, c'est au point de vue physiopathologique. Allez, la diapo suivante. L'infarctus du myocarde, c'est une ischémie irréversible du myocarde, nécrose. Il diffère de celle de l'angor par la douleur qui est très intense, avec sensation de mort imminente, spontanée, prolongée durant plus de 20 minutes, nitro-résistante, avec des signes accompagnateurs. Ça, c'est l'infarctus. Hassan, Issa, notez votre question. On va vous donner la parole pour vous poser toutes vos questions, Inch'Allah. La diapo suivante. Il y a d'autres causes encore, en dehors de l'infarctus et de l'angor. Il y a l'embolie pulmonaire où il y a des facteurs thromboemboliques et la dyspnée.
qui est le premier signe. La dissection, c'est l'HTA, c'est toucher les seins qui ont le marfa. Nous avons déjà parlé, c'est les gens longiligne. C'est des gens qui ont un problème de tissu conjonctif, qui ont des membres qui bougent de façon anormale, des doigts anormales. Et donc, péricardite aiguë, il faut chercher un épisode infectieux, il faut chercher un comptage tuberculeux, néoplasie, IRC, maladie système. Le patient peut avoir une dyspnée avec de la fièvre. Ça, c'est le tableau de la péricardite. Allez, la diapo suivante. Cas clinique. Quelle est la cause la plus probable après avoir étudié de manière pédagogique en suivant l'interrogatoire, les facteurs de risque, le terrain, la description sémiologique? De quelle cause vous semble probable chez ce patient? Allez-y, qui lève sa main? Je peux voir qui a levé sa main. Allez, Hassan, Issa, vous avez levé la main. Allez-y. Hassan, allez-y. Bah, on ne vous entend pas très bien, Hassan. Navissa, Dey, allez-y. Bonsoir à tous, je m'appelle Nafisa Djei, étudiante en troisième année de la faculté de médecine de Nouakchott. Le patient présente plusieurs facteurs de risque qui laisseraient à penser peut-être l'angor ou l'infarctus du myocarde, mais si on prend en compte la durée qui est plus de 30 minutes, donc je pencherai plus pour l'infarctus du myocarde. Très bien, merci beaucoup pour votre réponse. Il y a quelques-uns qui ont commenté, ils ont dit infarctus du myocarde. Allez, Hafsa, vous voulez répondre, allez-y. C'est une infarctus du myocarde plus probable car le douleur dure plus de 30 minutes et aussi il y a une sensation de mort imminente. Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un d'autre? Madame, allez-y. On vous écoute. C'est évidemment l'infarctus du myocarde. Pourquoi? D'après la durée de l'angor et aussi la sensation de mort imminente. Mais il y a aussi les... Oui. C'est bon. Merci beaucoup. Allez, Taqlaya, allez, levez la main. Vous pouvez répondre. Oui, Taqlaya. Vu les facteurs de risque sur les critères sémiologiques de la douleur, on s'oriente beaucoup plus vers un syndrome coronarien aigu et plus exactement un IDM. Merci, c'est surtout les irradiations qui sont plus évocateurs. D'accord. Allez, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? Hamza, allez-y. Bonjour, je m'appelle Hamza Mohamed Marouf. Oui. Je viens de troisième année de la faculté de médecine de Djibouti. La patient, il présente un tube Djibouti. Douleur de tube violent, tube rectale, brutale, qui irradie vers les mâchoires, donc qui dure plus que 30 minutes. Donc, probablement, il s'agit de l'IDM, mais aussi il faut éliminer l'angor instable par les dosage de rétroponie. Merci beaucoup. Allez, Abdallahi, Hamid, Loulay, allez-y. Loulay, on vous écoute. Allez, quelqu'un d'autre souhaite participer? Vers les normalement, c'est seulement l'épaule gauche, sinon c'est un tableau atypique. C'est des radiations. D'accord. Abdallah, vous avez levé les mains, on vous écoute. Ouais, je m'appelle Abdallah Ahmed. Je suis étudiant en troisième année de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Bon, comme qu'il a douleur irradie, donc soit dissection de l'aorte, soit infarctus du myocarde, mais comme il irradie vers la mâchoire et allant vers les épaules, et dire aussi 30 minutes, donc moi j'ai dit infarctus du myocarde. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Très bien, allez, voici la diapo. Donc, la cause la plus probable, c'est un infarctus du myocarde. Sur quels critères vous venez de voir les caractéristiques sémiologiques qui diffèrent, là encore, de l'infarctus. L'infarctus, on a utilisé ce terme, et on vous a expliqué que récemment, on utilise les syndromes coronariens. Mais pour vous, où je m'adresse à la population cible, population estudiantine d'externe de deuxième année, de troisième année, c'est plutôt l'infarctus du myocarde qui est classique. Mais quand vous allez avancer dans la pathologie, en quatrième année ou en cinquième année peut-être, vous allez savoir en détail qu'il y a des différents types de l'infarctus. Il y a surtout le syndrome coronarien ST+, il y a le syndrome coronarien ST-. Et donc la douleur, elle est typiquement constrictive et non pas déchirante, et non pas aggravée par l'inspiration. Et surtout, quand on a les 4 urgences, pour les éliminer déjà, alors on va faire une discussion. Qui peut m'expliquer pourquoi ce patient n'a pas une embolie pulmonaire? Allez-y, qui peut m'expliquer ça? Pourquoi on ne dit pas que c'est une embolie pulmonaire? Parce que l'essentiel de cette discussion, c'est l'apprentissage. Moi, j'apprends de vous. Moi, je suis un étudiant. Nous sommes tous des étudiants. Donc, on doit essayer d'apprendre nécessaire pour dire allez-y, c'est une embolie ou c'est un infarctus. Donc, dites-moi pourquoi c'est pas une embolie. Allez, Besme, dites-moi pourquoi c'est pas une embolie. Classique, le siège est tout d'abord, et paratrosterne. Où est-ce qu'elle est la douleur de la On vous écoute, allez. Tu dis quoi? Pourquoi Je n'ai rien entendu. C'est pas grave, on va vous donner la parole quand vous vous reposez un peu. C'est pas grave. Allez, on donne la parole à Hamza. Hamza, l'étudiant de Djibouti. Allez-y, vous avez la parole. Bonjour, oui. Oui, bonjour. C'est pas un embolie pulmonaire parce que on va se passer sur les caractéristiques. D'abord, c'est pas un rétro-external parce que le douleur de l'embolie pulmonaire, il est basithoracique. Le type aussi. Le type, c'est le douleur de l'embolie pulmonaire, c'est un coup de poignard. Donc, on appelle ça un coup de poignard. Les radiations pour l'embolie pulmonaire, c'est souvent rare, on n'irradie pas. Mais ici, on a des radiations vers le mâchoire aussi. Donc, on est béni. Autre chose, l'embolie pulmonaire, il est aggravé par l'aspiration et la toux. On n'a pas aussi. Donc, on ne peut pas dire qu'il s'agit de l'embolie pulmonaire. D'accord, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre qui souhaite s'exprimer? C'est bon, merci. Merci Hamza. Quelqu'un d'autre qui souhaite s'exprimer? Abdallahi Yedi, allez-y. Allez-y, on vous écoute, Abdallahi Yedi. Abdallah Yedi n'arrive pas à activer son micro, je ne sais pas pourquoi. Allez, on passe. Nevissa Dey. Allez-y. Pour l'embolie pulmonaire, généralement, le patient devrait présenter une dyspnée.
Et dans ce cas, il n'est pas... Oui. En temps normal, dans une embolie pulmonaire, le patient doit présenter une dyspnée. Et ce patient ne présente pas de dyspnée. Et quoi encore? C'est tout? C'est ça ce que vous allez dire? Allez, merci. Vous avez dit le critère de la dyspnée. Abdallah Ibn Eid, vous avez levé la main. Je vous écoute. Oui, d'accord. Moi, je voulais dire seulement que, en passant par les caractéristiques, c'est bien sûr, il ne s'agit pas d'embolie pulmonaire, quoi. Parce que, premièrement, les sièges n'est pas basé thoracique. Le type aussi, c'est constrictif et pas coup de poignard. L'irradiation, il y a des irradiations lors de l'embolie pulmonaire. Presque, il n'y a pas d'irradiation. Et voilà. Et pour les dyspnées, on n'a pas fait l'interrogatoire pour savoir. Et qu'est-ce qu'on cherche encore dans l'interrogatoire quand il s'agit d'une embolie pulmonaire? Ouais, on cherche le survenu. Bon, spontané, peut-être spontané ou bien augmenté aussi par la respiration, les tout. Et voilà. On cherche la durée et variable, et on cherche la diminution. Et lors de l'embolie pulmonaire, il n'y a pas de diminution, quoi. D'accord, très bien. D'accord, merci beaucoup. Mamadou Sek, vous avez levé la main, vous voulez dire quelque chose? Allah Salma Tchad. Il n'y a pas de facteur embolie. Ça, c'est un mot que je cherche. Oui, Mamadou, allez-y, je vous écoute. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est ça de l'embolie pulmonaire. Il dit que si c'est de l'embolie pulmonaire, il faut chercher les facteurs de risque des maladies thromboemboliques. Dans l'interrogatoire, c'est ça qu'il faut chercher, en plus des caractéristiques de la douleur. Voilà, c'est ça l'élément que j'ai cherché. Parce qu'en pratique courante, on a parfois la douleur, on a la dyspnée modérée parfois, qui peut être attachée à une autre cause, mais il faut vraiment chercher le contexte. Souvent, c'est une femme. Souvent, c'est une femme qui a des critères ou des facteurs de risque que nous avons décrits qui sont permanents, ou parfois c'est une patiente qui a une notion de chirurgie récente, un alitement. Parfois, c'est une patiente qui a un facteur temporaire mineur, elle utilise une contraception, elle vient d'accoucher, donc dans le cadre du postpartum. Donc, il faut vraiment révéler ces facteurs de risque. Parfois, dans les cadres atypiques, comme je vous ai dit, on a une patiente qui avait un diabète inaugural, elle avait une dyspnée qui désatire. Le diabète ne désatire pas. Il y a une dyspnée de Kussmaul profond, mais il n'y a pas de désaturation normalement. Et cette patiente, on a pensé qu'elle peut faire une embolie pulmonaire. Elle avait une embolie pulmonaire, certainement, qui a été posée. Oui, Mamadou, vous avez levé la main, je vous donne la parole. Oui, et c'est dans le cadre des causes de l'embolie pulmonaire. Il y a également la tuberculose. C'est une cause fréquente de maladie thromboembolique pulmonaire aussi. Quelqu'un peut faire sa tuberculose péricardique, ce qui se complique d'une embolie pulmonaire. Donc, la douleur, elle va être là, dans tous les cas. Mais ce sont les facteurs de risque de maladie thromboembolique pulmonaire, les caractéristiques qui vont un peu permettre de faire la différence. Bien de voir qu'il y a l'association des deux. Très bien. Avec ça. Très bien, vous avez bien décrit les informations qu'il faut saisir. Donc, ça, c'est l'embolie pulmonaire. On a fait une entité très importante. La dissection de l'aorte. Qui peut me dire pourquoi ce n'est pas une dissection de l'aorte? Coupez vos micros, s'il vous plaît. Un peu de la discipline, hein? Coupez un peu vos micros. Parlez quand on vous donne la parole. Allez, donc, qui peut me dire pourquoi ce n'est pas la dissection de l'aorte? On a fait une entité importante. On a fait une discussion qui est importante pour chaque médecin de savoir l'embolie pulmonaire. Et c'est tellement terrible qu'on perd un patient qui décède à cause d'une embolie pulmonaire. C'est très grave. C'est très grave. L'embolie pulmonaire, c'est très grave. Il ne faut pas laisser vos malades mourir. Allez, maintenant, vous avez levé la main au Mohamed Taleb pour nous dire pourquoi ce n'est pas une dissection de l'aorte.
Parce que dans les facteurs, dans les antécédents, il n'y a pas d'hyper... non, non. Parce que les patients, il n'est pas hypertendu. Il n'y a pas de quoi? Oui. On a le type de douleur. Le type de douleur, c'est... Allez. Oui, oui. Le type de douleur. D'accord. Le type de douleur n'est pas en faveur de la dissection. Et quoi encore? La douleur n'a pas migré vers le dos, Bergvik, et l'abdomen, d'accord, parce qu'il doit suivre le trajet de la l'aorte. C'est une très bonne remarque. Avec ça, quoi d'autre? Parce que la douleur ici, pas de type de déchirure sans irradiation, pas de transfusion des descendants. Très bien. C'est déjà encore une bonne explication. Qui ajoute? Il y a un élément important dans l'examen clinique. La durée aussi, d'accord. Il y a un élément clinique hyper important. Il y a un réflexe qu'il faut l'avoir devant tout patient qui a une douleur thoracique, même si ce n'est pas une dissection pour être battant, d'accord, pour être sûr, auscultation encore, oui. Allah يسلمك. Allah يسلمك. Bismillah. Asymétrie tensionnelle. C'est hyper important. Il faut toujours prendre le pouls du patient. Toujours prendre de façon bilatérale le pouls du patient. Le pouls de la main droite, la main gauche. Quand vous trouvez une asymétrie du pouls, prenez la tension. Et là, quand vous trouvez une asymétrie tensionnelle, là, vous êtes devant une douleur certainement évocatrice et vous devez penser à la dissection. C'est un élément important, d'autant plus que le patient est longiligne, pour ceux qui nous entendent, et hypertendu et qui a un marfa. Donc, il faut chercher tous ces éléments, d'autant plus qu'il est tabagique. Le tabac est un facteur aussi important. Allez, donc on a vu l'embolie pulmonaire, la dissection de l'aorte. Pourquoi ce n'est pas une péricardite? Qui répond? Pourquoi ce n'est pas une péricardite? Pas de contexte infectieux, fièvre, très bien. On doit chercher ça à l'interrogatoire, ça n'a pas été mentionné dans l'énoncé des cas cliniques. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui est en faveur de la péricardite dans l'examen clinique à l'auscultation? Pas de facteur de risque encore. Et c'est le Mac. Pas de frottement à l'auscultation. Ça, c'est un élément important qui doit attirer votre attention. Il faut avoir un bon oreille. Hein. Il faut bien écouter, ausculter pour entendre un frottement. Et analyser chez le patient un contexte de façon générale pour tirer des informations. Barakallahu fikum jami'an. Allez-y, on continue. La douleur augmente à l'inspiration. Tout à fait. Merci à l'étudiant Nour pour ces belles réponses. Allez, la diapo suivante. Il y a d'autres causes qui ne sont pas cardiaques, la trachéobronchite aiguë, le pneumothorax, ça ce sont les causes qui sont des urgences non cardiologiques. Pleurésie, il y a les douleurs pariétales, costales musculaires, etc. Il y a les zonas encore qui est une douleur forte unilatérale, il y a l'hémothorax, il y a l'ulcère, il y a le reflux, il y a la colique hépatique, pancréatique, décolopathie et l'angoisse. Ce sont des causes qu'il faut connaître, qui révèlent une douleur thoracique, mais qui ne sont pas des urgences cardiologiques. Il faut les savoir. La diapo suivante. Là, c'est un cas clinique de l'université d'Oxford, qui est en anglais.
que je vais vous le lire en français pour vous donner une idée générale. Et j'aimerais bien que vous soyez attentionnés, d'accord? C'est une patiente de 76 ans qui présentait une intervention chirurgicale au niveau, c'est surtout les CGG sans facteur, des risques qui font la péricardite, tout à fait encore, merci Hamza. Donc c'est une patiente de 70 ans qui présente une intervention chirurgicale, un remplacement total au niveau du genou, les prothèses du genou, il y a 4 jours. C'était une patiente qui avait l'air d'être bien, mais récemment, il a observé une augmentation de la fréquence cardiaque, une diminution de la tension artérielle et une saturation basse à l'air ambiant avec une polypnie à 30, une fréquence élevée, une température normale. Cette patiente révèle une dyspnée et une douleur thoracique. Quelle est l'explication de cette détérioration aiguë clinique de cette patiente? Est-ce que c'est à cause d'une tamponnade, d'une infection myocardite, d'une pneumonie, d'un pneumothorax ou d'une embolie pulmonaire? Qui répond? Il faut bien réfléchir. Hein. Ce sont des cas cliniques de l'université d'Oxford. Allez-y, Nevissa. Bismillah ala barakatillah. Qu'est-ce que vous pensez devant ce cas clinique? Moi, je pense à une embolie pulmonaire. Pourquoi tu parles d'une embolie pulmonaire? Suite à l'opération, parce qu'il y a un facteur de risque qui est l'opération des genoux, donc qui l'a immobilisé. Donc, il y a la possibilité de faire une thromboplégie. Pourquoi il ne faut pas une tamponnade ou une pneumonie ou un pneumothorax ou quoi que ce soit? Allez, vous avez fait un essai, c'est pas grave. Vous dites embolie pulmonaire devant quelques critères, c'est déjà pas mal. Hein. Allez, qui peut répondre encore? Medden, tu lèves la main. Allez, tu penses à quoi, Medden? C'est évidemment l'embolie pulmonaire. Il y a quelqu'un d'autre qui veut répondre? On a un patient apyrétique, donc on élimine la péricardie. Inch'Allah. Très bonne remarque pour la température. La température vous oriente, vous élimine un diagnostic. La patiente a le droit de faire une péricardite, même dans le cadre d'une période post-opératoire du chirurgie. On peut faire une péricardite post-opératoire, ça fait partie des étiologies. Merci pour cette remarque. Ce n'est pas une péricardite, d'accord. Pourquoi pas, elle ne fait pas un épanchement péricardique type tamponnade? Pourquoi pas, elle ne fait pas les autres causes? Qui peut encore répondre? Allez-y, participez, c'est très simple, c'est pas difficile. Allez, Hamza, qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que c'est l'embolie pulmonaire. Parce qu'elle a des facteurs de risque thromboemboliques. Plus elle a la glycémie, en plus, elle désature. Donc, probablement, c'est l'embolie pulmonaire. D'accord, merci. Allez, Mamadou Seck, qu'est-ce que vous pensez pour cette patiente? Bon, effectivement, c'est l'embolie pulmonaire. Moi, je voulais répondre surtout pour l'élimination d'une tamponnade. Quoi. Pourquoi ce n'est pas une tamponnade, comme vous avez posé la question tout à l'heure? D'accord. Donc, là, je ne pense pas, parce que quand on a une tamponnade, c'est plus la tiade de bec. Donc, avec surtout à l'auscultation, l'assourdissement, débris du cœur, silence cathédral, il n'y a rien qu'on aperçoit carrément, ce qui n'est pas le cas ici, en tout cas. Très bien. Et pourquoi ce n'est pas une myocardial infarction? Pourquoi ce n'est pas une infection du myocarde? Quelqu'un d'autre qui nous propose un diagnostic? Parce que c'est la dernière question de la présentation. On arrive à la fin. C'est le dernier QCM. Donc, il faut participer. Qui dit encore? Mamadou Seck, allez. Oui. Qu'est-ce que vous évoquez comme diagnostic? Bon. Il n'y a pas la totalité de la diagnostic. Pour la myocardite, bon, je pense que
en ce qui concerne la myocardite, le plus souvent, il y a les antécédents de syndrome grippal ou bien antécédents d'infection virale qu'on a, ce qui n'est pas le cas chez cette patiente. Il y a la douleur thoracique, il y a également l'ECG qui peut nous orienter pour voir est-ce qu'il y a des signes ou non. Mais je pense que ce contexte-là, ce n'est pas évocateur d'une myocardite, même si on peut l'éliminer formellement aussi. Inch'Allah, très bien, c'est une très bonne explication. Nour a dit, puisque cette dame présente une polypnée, une température normale, élimine hypercardite dans le tamponade, douleur thoracique, élimine pneumonie. Attention, la pneumonie peut donner une douleur thoracique rétrosternale. Ça, il faut savoir. On élimine l'infractus aussi. Pourquoi l'éliminer, l'infractus? On ne vous a pas donné la totalité de description, quand même. Nour, si vous pouvez parler, on attend votre description, vos arguments. Quelqu'un d'autre? Qui souhaite proposer un diagnostic, un cas? Hamza, d'accord. Hamza, tu souhaites ajouter quelque chose, d'accord? Ah oui, je dirais pour éliminer les tamponades. On n'a pas de flux d'agence cardiaque, ni de transition de la vaginière, ni de l'ardure, ni d'hypotension. Très bien. Alors, comment éliminer une pneumonie? Pneumonie. Alors, il y a quelqu'un qui a envoyé quelque chose. Ahmed Cheikh Mamouni. Pneumonie avec condensation pulmonaire. Alors ça, on le voit à la radio. Ici, on n'a pas de radio. Comment on peut éliminer une pneumonie dans ce qui sert? Oui, Navi Sadek. Yay. Pour la pneumonie, le patient est apéritique. Et une pneumonie souvent est accompagnée de fièvre. D'accord. Donc, vous avez l'argument de la fièvre. D'accord. Comment on peut éliminer un pneumothorax? Comment on peut éliminer un pneumothorax? Est-ce que l'absence d'un critère veut dire l'élimination de l'IMS? Chez Email, effectivement, ce sont de très bonnes remarques. Oui, maintenant, allez-y. Allez, comment on peut éliminer un pneumothorax? Oui, Mamadou Sek, allez-y. Bon, pour la pneumonie, donc je voulais... c'est un contexte également pour la pneumonie. Il y a à la fois les facteurs de risque, il y a les signes cliniques également, donc le syndrome de condensation, les signes généraux, un syndrome infectieux, une fièvre qui est là. Donc, il y a la biologie également, avec un syndrome inflammatoire biologique non spécifique qu'on va avoir. Il ne faut pas oublier également l'examen bactériologique des expectorations. Carrément qu'on peut faire pour rechercher une bactérie ou un virus qui est responsable. Et la radio aussi, comme vous l'avez dit, tous ces éléments vont nous permettre carrément de pouvoir confirmer ou bien de pouvoir dire qu'il n'y a pas une pneumonie qui est là. Mais bon, ce contexte, quand on le voit, qui est là, bon, c'est l'embolie qui saute en premier lieu, mais c'est ça qui permet quand même d'éliminer une pneumonie. Très bien. Merci beaucoup à vous tous pour vos participations. La diapo suivante. Il s'agit d'une embolie pulmonaire.
Tout d'abord, vous avez des facteurs de risque temporaires majeurs. Une chirurgie récente, c'est une patiente qui certainement a une immobilisation au-delà de 3 jours. Vous avez 2 gros facteurs de risque thromboembolique temporaire majeur. Vous avez une patiente en post-op qui développe une dyspnée qui désature avec polypnée, une chute tensionnelle et une douleur thoracique. Le premier diagnostic qui vient en tête qu'il faut éliminer en premier, c'est une embolie. La diapo suivante. Donc ça, ce sont les facteurs de risque majeurs que nous venons de dire. Donc voilà, on arrive à la fin. Le total, on a fait la sémiologie. On a utilisé une méthode que les Américains font. Cette méthode veut dire qu'on a tout d'abord exposé un cas clinique. Après, on a parlé d'un plan, de la présentation. On a parlé de l'introduction, de l'interrogatoire, des terrains, des antécédents. Et puis, on a parlé de différents types d'urgences qu'il faut savoir, des 4 urgences, l'infractus, la péricardite, la dissection, l'embolie, qu'il faut reconnaître sur le plan sémiologique. On a parlé des douleurs thoraciques, on a révélé les facteurs de risque. Donc, j'espère que la sémiologie de la douleur thoracique a été discutée dans ce programme de l'équivalence sémiologique, qu'elle a servi à quelque chose.